Venu de nulle part, c'est Cobra. Salut tout le monde et bienvenue pour la troisième partie de la rétrospective Cobra, dédiée aujourd'hui à l'animation. Je traiterai d'abord de la première série et de son adaptation française, puis du film, même s'il est sorti avant au Japon, et enfin, j'aborderai les OAV et la série The Animation. Ouais, je vous le dis tout de suite, Terazawa, il a pas aimé le film. En fait, le projet est lancé sans son avis ni accord, dans son dos. Il découvre l'annonce dans un magazine, rencontre les hauts décisionnaires du bazar, et décide ensemble de faire une série télé. Mais le film, lui, il le renie. L'esprit étant trop différent de son manga. Mais ça, on en parle après la série animée. Bon, on va pas se mentir, la première série est une tuerie. Elle est entièrement disponible sur YouTube, en HD, et je prends énormément de plaisir encore à la regarder. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait qu'elle est supervisée par l'auteur qui la considère comme LA référence. Je délaisse volontairement l'histoire, j'en ai suffisamment parlé dans la partie manga, sachez simplement que tout le manga d'origine n'a pas été adapté à ce moment, à peine la moitié en réalité. Ce qui est bien dommage car il y a de très bonnes histoires. Quant aux différences entre le manga et la série, je prévois d'en faire une vidéo spéciale, donc je me lance directement dans la production de cette œuvre magnifique. Elle est donc réalisée par Osamu Tezuka qui a débuté sur Astro et qui était avant Cobra le réalisateur d'Ashita no Joe, de Rémi sans famille ou encore de Lady Oscar. Et Osamu, il travaille beaucoup avec Takeshi Yoshio et c'est très important. En plus d'avoir travaillé sur les mêmes œuvres, Takeshi a réalisé Katsai ou encore Le Roi Léo, mais le film de 1997 et non la série. C'est vous dire quand même le talent déjà présent. Le caractère design relève également d'une célébrité de l'animation, Akio Tsujino, issu de Mushi Productions. Il a bossé sur Astro, Le Roi Léo, Ashita no Joe, Jeux 7 et Match, Rémi sans famille, L'île au trésor. À l'image d'un Shingo Araki, il y a un style, Tsujino, qui a le grand mérite de donner beaucoup de charisme à ses personnages. Entre ses mains, Cobra est sublimé. Et tout ça, il sait très bien le faire, tout en respectant l'œuvre d'origine. Et puis il y a la musique. Elle est grandiose. La direction est assurée par Seiji Suzuki, dont vous avez déjà entendu le nom dans la rétro Astro, et la musique est composée par Kentaro Haneda. Alors Cobra est sans doute son œuvre la plus aboutie, du moins pour moi. Mais il a fait beaucoup d'autres choses, genre ça. Ou encore ça. Quant au générique, il est chanté par Yoko Maeno, mais qui est morte très jeune à l'âge de 40 ans, quelques années après Cobra. Alors avant de parler de la musique, quelques mots quand même sur le doublage japonais. Cobra est doublé par Nachi Nozawa, et c'est pas n'importe qui. Nachi Nozawa, ce n'est ni plus ni moins que la voix d'Alain Delon au cinéma. Et quand vous pensez à tout ça, vous vous dites qu'en 1980, au Japon, Cobra, c'est la tête de Belmondo avec la voix d'Alain Delon. Voilà qui est intéressant. C'est pas la classe, ça. Bon, en tout cas, c'est toujours mieux que la tête de De Funès avec la voix de Bourvil, non? Je m'en fous, moi. Je m'en fous. En fait, Terazawa voulait absolument Yaseu Yamada comme seiyuu, comme doubleur, parce que c'est la voix de Belmondo. Mais finalement, cela ne s'est pas fait, et il avouera plus tard qu'il ne changerait pour rien au monde Nachi Nozawa. Mais revenons à la musique. Elle est magistrale. Tout est bon dans Cobra. Elle mélange musique des 70s, jazz avec une pointe saloon et lounge. C'est exceptionnel. Allez, je ne résiste pas pour vous faire mon petit classement habituel. C'est parti. En 3, je mets Python 77 Magnum. J'adore le rythme lent de cette musique qui va s'accélérer avec l'arrivée d'un thème beaucoup plus rapide, ultra kiffant, indiquant que Cobra est bien dans la merde. En 2, je ne résiste pas à classer Rodo Mayaku Noyami, une musique mystérieuse, limite effrayante ou du moins intrigante. Bref, une musique qui exprime le fait qu'il y a un truc pas net qui se trame. En 2 bis, je mettrais... La triche. Wouhou, de la triche. Quoi? Comment ça, je triche?
J'ai mis une quatrième musique, un 2 bis. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est pas pareil là. Elle dure à peine 1 minute, elle compte pas. Ok? Et puis franchement, Aku no Kuwadate, on est obligé de la mettre, non? Et enfin, ma préférée, et sans doute celle de beaucoup, c'est Shinokoshin. Magnifique, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, elle est juste magnifique. Alors, quel est selon vous le point commun entre Cobra, Albator et Gainsbourg? Alors, je sais que certains d'entre vous le savent, hein. Allez, petite aide en musique, écoutez-moi ça. Vous l'avez? Même symphonie? Eh bien, les trois empruntent le thème à la symphonie numéro 9 dite du Nouveau Monde d'Antonin Dvorak. Cobra débarque en France le 20 février 1985 dans l'émission Kaboukadin sur Canal+. Émission illustre qui a vu passer les premières fois des séries comme Bioman, Il était une fois la vie, les mini-pouces, à vous révéler. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures, les mini-pousses? ou encore les Transformers, j'en parlerai prochainement. Il sera ensuite diffusé la même année sur Antenne 2 dans l'émission illustre également Récré à 2. Le générique est écrit par Paul Persavon, qui n'est autre que le pseudonyme d'Antoine Decaune, qui a quand même signé des génériques assez géniaux, hein. Genre celui-là. Ou celui-là. Contre toi tous les dangers, c'est l'empire des cinq. La composition est assurée par Jacques Revaux et Jean-Pierre Bouter. Jacques Revaux a composé pour Sardou, notamment Les Lacs du Connemara, qui a fait l'actualité cette année. Marine a plongé dans un lac du Connemara. Ah, c'est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. Le truc très comme ça, sectaire, la musique est immonde, c'est de droite, rien ne va. Et qui me pousse à me poser cette question très importante, le générique de Cobra est-il un générique de droite? Je vous laisse réfléchir, dites-moi ça en commentaire. Quant à Jean-Pierre Bouter, lui, il a composé pour les plus grands, notamment ça. Et aussi ça. Ah, les maîtres du temps. Un pur dessin animé, je vous en ai déjà parlé, et je vous en reparlerai dans une rétro, c'est promis. Et pour interpréter cette belle chanson, la production choisit Olivier Constantin, choriste de plusieurs célébrités que vous connaissez aussi pour cette chanson. Les bandits les plus costauds tombent dans les pommes. Mais aussi pour une musique géniale qui m'a marqué, celle-ci. Et oui, playback de Gérard Lanvin dans le film Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Mythique. Et franchement, j'adore le générique français de Cobra. C'était bien la preuve qu'on était capable de mettre de la qualité sur les dessins animés à une certaine époque. Le doublage de Cobra est lui aussi cultissime. Il est assuré par Jean-Claude Montalban, voix de David Duchemin dans Wingman, j'en ai déjà parlé, ou du commentateur dans l'École des Champions. Lama marque le 4e but pour son équipe et le 3e pour son compte personnel. C'est le coup du chapeau. Daniel Vol, qui double Armanoïde et Dominique, est aussi connu pour avoir doublé Raquel Welch dans L'Animal, film que j'adore. Si ce n'est pas trop te demander, pour me faire plaisir, c'est de la réussir du premier coup, ok?
ou Marcy Walker pour son rôle de Eden Capwell dans Santa Barbara. Mais c'est de Cruz qu'il s'agit. Il leur a rendu suffisamment de service quand il était inspecteur. Ils n'ont pas le droit de l'abandonner comme ça. On doit le chercher, envoyer d'autres patrouilles en mer et le long des côtes. Et puis il y a plein d'autres noms que vous connaissez. Allez, citons un petit peu dans le désordre. La voix des méchants dans Nicky Larson, Maurice Sarfati, il est présent. Il joue le rôle de Monsieur Rand dans l'épisode du Rock Ball. Ah, vous êtes très fort et vous avez beaucoup d'humour. Harrison, fais passer à notre ami l'examen de passage final. Henri Djanik, la voix de Kojak, Iki et Bourriquet, qui double Canos. Bon allez, je t'attends au bar. Quand tu me ramèneras Barbara vivante. Les innocents ne pourront jamais m'abattre. C'est sinistre. Mais c'est pas tout, il y a encore du beau monde. Tenez par exemple, le comédien qui double Tarbage. Cobra a dû être bien surpris tout à l'heure. C'est Francis Lax, la voix d'Harrison Ford et d'Optimus Prime. Si mon appareil est rapide, vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor? C'est drôle comment on peut se tromper, Mégatron. Et puis dans le lot, il y a aussi Michel Bedetti, la voix d'Ixor. Très clairement, le doublage français dans Cobra est très bon. Et au final, on avait un scénario sympa, un héros à gueule charismatique, à la Bébel dans les années 80, une bande-son magnifique et un doublage de qualité. Et paf, succès mérité. Dommage qu'il n'y ait eu que 31 épisodes au final. Ils sont d'ailleurs tous disponibles sur YouTube en HD, je vous l'ai déjà dit. Alors c'est vrai, il a peut-être un peu vieilli si on est plus exigeant aujourd'hui, mais l'animation reste bonne et dynamique. On ne voit clairement pas les 20 minutes passer, l'œuvre est respectée dans sa globalité, et c'est du très bon travail qui met tout le monde d'accord. On ne peut pas en dire autant, hélas, du film. Saviez-vous qu'il existe un pilote à la série dédié au marché américain et scénarisé par Marv Wolfman, un grand nom des comics? Eh bien, je vous le dis, bon, je vous cache pas que je l'ai appris de la part du site Cobra World, je ne savais pas sinon. L'histoire reprend en gros l'épisode 1 sur le réveil de Cobra et la confrontation avec Hammerbolt dans l'épisode 13. C'est très rare, l'animation et le design sont assez classiques et la bande son apparemment n'est pas terrible. Au final, ce fut un échec, bon, c'est à oublier en fait. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le film est sorti quelques mois avant la série, le 3 juillet 1982. Le ton y est complètement différent et particulièrement spirituel, voire même un peu gnangnan. Il mélange deux histoires, celle des sœurs tatouées pour l'introduction des trois sœurs, et celle de la porte dorée, qui n'avait pas été adaptée en animé à l'époque, mais j'y reviendrai. À la production, on retrouve un peu les mêmes personnes, Desaki à la réalisation, Sugino au character design, et c'est Haruya Yamazaki qui est sur le scénario quelque peu controversé. Mais il n'est pas le seul fautif. L'aspect très dramatique est aussi du ressort du réalisateur. Au final, je vous rappelle que Terasawa renie ce film. Mais bon, pas rancunier, puisque tout ce beau monde sera sur la série ensuite. D'ailleurs, au-delà de la polémique, l'équipe sur le film est d'une excellente qualité, et il a au moins pour lui de les avoir réunis. Ce qui est étrange pour nos Européens, c'est la musique. Du moins quand on connaît un peu l'histoire du film. Au Japon, elle est l'œuvre de Osamu Shoji, et en Europe, elle a été entièrement remplacée par des morceaux composés par le groupe suisse Yellow, très connu pour cette chanson. Et c'est dommage, tant l'œuvre de Shoji colle parfaitement au film, même si j'aime beaucoup les musiques de Yellow et que je trouve qu'elles s'intègrent plutôt bien à l'ambiance. Cela étant, que raconte ce film? Eh bien c'est simple, c'est l'histoire de trois sœurs, Jen, Catherine et Dominique, filles de la reine de la planète artificielle Myrus. La légende raconte que les trois sœurs doivent tomber amoureuses du même homme pour reprendre le contrôle de leur planète d'origine, sinon une seule doit survivre. Jen est la première des sœurs que rencontre Cobra et elle en tombe immédiatement amoureuse. Elle lui demande alors de sauver Catherine, qui est aux mains de Crystal Boy, appelé dans la VF Lord Necron, parce qu'il règne sur les morts. Necron, mort. Sauf que voilà, Catherine est déjà amoureuse de Crystal Boy, qui veut en faire la seule et unique reine de Myrus, pour l'utiliser comme arme de destruction massive, en la projetant contre un autre système. Il détruira ainsi la 7ème galaxie, faisant des millions de morts qu'il pourra contrôler, car lui-même est mort. C'est un peu différent en VO. Donc Jane se fait assassiner, et Cobra part à la recherche de Dominique, qu'il retrouve auprès de rebelles, menés par Sandra, la femme borgne. Lord Necron les repère, et tue tout le monde, y compris Dominique. Pas de chance pour Cobra. Sur Myrus, Catherine détourne la planète en répondant aux ordres de Lord Necron, Cobra débarque et finalement tue le grand méchant, qui pourtant était déjà mort. Mais ça, encore une fois, c'est dans la VF. Catherine est alors libérée de son emprise et, ne pouvant changer la trajectoire de la planète, se sacrifie pour la faire exploser. Voilà pour l'histoire. Donc comme vous le voyez, le scénario mélange l'histoire des sœurs Nelson et la porte dorée non adaptée en dessin animé à l'époque. Et ce qui frappe dans ce film, c'est le manque de rythme et le décalage manifeste avec le manga. Le ton est continuellement mélancolique. Cobra ne cesse de se morfondre, il est beaucoup plus triste que d'habitude, car il ne sauve au final aucune des sœurs. Bon, c'est vrai que dans le manga aussi,
Mais comme il y a beaucoup d'autres histoires entre chaque mort de sœur, ça passe crème. Dans le film, il enchaîne les déceptions de cette nature. Et du coup, il sombre dans la tristesse. Si vous êtes fan de la série d'origine, il y a peu de chances que vous trouviez votre compte dans ce film. Mais il reste néanmoins d'une très grande qualité artistique. Ce n'est pas un mauvais film d'animation, juste un film qui ne répond pas aux attentes des fans de Cobra. Ou du moins de ce qu'ils en attendent par rapport à la série animée. Alors le petit truc en plus qui me chagrine, c'est quand même le Psychogun. Dans le manga d'origine, le bras gauche de Cobra est un faux, et donc il se retire. Dans le film, ce n'est pas ça. L'avant-bras de Cobra se transforme et laisse apparaître le Psychogun. Et franchement, j'aime pas trop ce changement. Je le redis pour une 3e fois, mais Terasawa renie ce film, malgré le fait qu'il soit quand même crédité au scénario. Difficile donc de déterminer sa part véritablement active. Il sera bien plus responsable des animés qui suivront. En 2008-2009, 6 OAV sortent sous le simple nom Cobra The Animation, et c'est Bushi Terasawa, passionné d'animation, qui est à la réalisation. Le character design est l'œuvre de Keizo Shimizu, qui a œuvré sur la série Astro des années 80. La direction de l'animation, quant à elle, est confiée à Ipei Masui, qui a bossé sur des séries comme Naruto. Quant à la musique, elle est l'œuvre de Yoshihiro Ike, que les fans de Senseiya devraient un petit peu connaître, même s'il n'a pas œuvré pour une œuvre mémorable, puisque c'est lui qui est responsable de la BO Legend of Sanctuary. Les OAV reprennent 2 histoires nouvelles, The Psychogun et Time Drive, je vous en ai parlé dans la partie manga. The Psychogun tient sur les 4 premiers OAV et reprend fidèlement l'histoire du manga. Les plans et le design sont très soignés, c'est très propre, l'animation manque peut-être un peu de rythme, et on peut être déçu des combats un peu trop vite expédiés à mon goût, mais c'est cohérent vis-à-vis de l'œuvre papier. Je trouve néanmoins l'œuvre scénaristiquement dispensable, comme la version manga, et je lui préfère les OAV suivants, Time Drive, car ils mettent en avant l'origine d'Harmanoid, et en dit un peu plus sur sa relation avec Cobra. Time Drive est aussi une copie conforme de la version papier, et l'auteur se lance dans une intrigue temporelle qui pourra en laisser certains dubitatifs, question cohérence, mais que pour ma part j'apprécie. J'apprécie également l'origine de Lady, le peu qu'on en connaissait dans le manga de 1980, c'était qu'on avait affaire à une simple princesse, et l'OAV en fait nous montre, comme dans le manga, que c'était carrément une combattante avec un superbe tatouage. Graphiquement, c'est tout aussi soigné que le précédent, et l'ensemble est plutôt bien réalisé. Ces OAV sont vraiment dans la droite ligne de la série des années 80, et je vous les conseille très fortement. Cette série n'est plus réalisée par Bushi Terasawa directement, mais par Keizo Shimizu qui était déjà sur Time Drive. Mais bon, Bushi est quand même derrière. Globalement, l'équipe va copier le style des OAV, c'est un peu en dessous techniquement, mais ça reste très propre. 6 histoires du manga vont être adaptées. Les épisodes 1 à 4 adaptent La Porte Dorée, l'épisode 5, La Légende des Belles Errantes, les épisodes 6 et 7, L'Ascension du Mont Mirage, l'épisode 8, Les Mandrades, l'épisode 9, Black Bullet. Toutes ces histoires, et je dis bien toutes, ont en commun d'apparaître dans le manga d'origine et de n'avoir jamais été adapté en animé. Et enfin, vous avez les épisodes 10 à 13 qui, eux, sont une adaptation d'une histoire du manga des années 2000, Galaxy Knight. C'est une sorte de retour aux sources, cette série finalement. L'arc relatif à la Porte Dorée est un copier-coller du manga, il y a bien quelques petites scénettes originales, mais globalement c'est la même chose, même intrigue. Le 3e épisode est plutôt sympathique, c'est peut-être même le meilleur, avec un Cobra amnésique et particulièrement fidèle à l'œuvre du maître, mais côté action il reste un peu en dessous du reste de l'arc, et par moments on a même l'impression de revoir du Osamu Tezuka, le réal de la première série. C'est un bon épisode, et l'arc se conclut avec un 4e, encore une fois très fidèle au manga. L'épisode 5 est une histoire culte. Ouais, c'est mon néologisme à moi pour une histoire à la fois cool et courte. Elle est bien réalisée, soignée, elle est belle visuellement et toujours aussi fidèle au manga. Ensuite, l'Ascension du Mont Mirage pour les épisodes 6 et 7 est une histoire que j'aime beaucoup et elle est assez originale dans son concept. C'est un petit huis clos en montagne qui suit à la lettre la version papier dans un style que Terasawa affectionne. Visuellement, ça reste très joli, mais encore une fois, la réalisation manque d'intensité et de peps. Les épisodes 8 et 9 sont tous deux des one-shots, toujours aussi fidèles au manga d'origine, et tant mieux car les Mandrades est très original. Et en plus, côté réalisation, c'est plutôt bon. L'épisode 9 est l'un de ceux que j'aime le moins, déjà je suis pas forcément fan de la version manga, mais là le faire tenir en un seul épisode, c'est vite expédié. Pour moi, ça reste le moins bon de la série. Enfin, Galaxy Knight suit, comme c'est étrange, le manga à la lettre. Ce que je peux en dire globalement, c'est que tout ça est absolument fidèle à l'œuvre de Terasawa, et c'est très important ce que je suis en train de dire. C'est soigné graphiquement, mais c'est vrai que c'est assez inégal sur l'animation avec parfois un manque de rythme et des plans trop fixes. Les OAV sont bien mieux réussis techniquement, mais la série de 13 épisodes est de bonne facture également et scénaristiquement maîtrisée. Si vous aimez les histoires de Terasawa, vous ne pouvez pas être déçu. En ce qui me concerne, j'adhère scénaristiquement, je suis moins fan de l'animation, j'ai toujours ce petit faible pour les animés en cellulaire.
Donc ce Cobra nouvelle version n'a pas plu à tout le monde. J'ai entendu pas mal de critiques, plutôt acerbes, notamment sur la série de 13 épisodes, et c'était important pour moi de revenir dessus car ce sont des critiques scénaristiques que j'ai du mal à comprendre pour certaines et qui me paraissent très contradictoires. Donc une fois n'est pas coutume, je vais être un peu long. En ce qui me concerne, je ne suis pas spécialement fan de ce type d'animation, c'est un peu trop lisse pour moi et cela manque de charme et parfois même de rythme. Mais côté construction narrative et histoire, c'est du pur Terasawa. Alors j'ai pas de souci avec les critiques, Au contraire, c'est important de donner son avis, mais on ne peut pas descendre cette série en prétextant une insulte au travail de l'auteur. En outre, d'autres critiques nous expliquent qu'Harmanoid Lady est quasiment absente, ou encore que la personnalité de Cobra n'est pas respectée car il fait un peu trop figure de héros, alors que ce n'en est pas un. Voilà pour les critiques. Et celles-là, je ne les comprends pas. Donc, quelques explications et contre-arguments. Déjà, premier point, scénaristiquement, c'est du Terasawa. Ces histoires sont reprises à l'identique ou quasi. Prenons par exemple une critique qui revient souvent dans l'histoire de la Porte Dorée. À un moment, donc Cobra a une mini-aventure, il perd la mémoire. Bon, eh bien vous trouverez des gens qui vous diront qu'on s'en fout, que ça casse le rythme principal, que ça n'a aucun intérêt. Ouais, peut-être, sans doute. Ok. C'est vrai, la résolution de l'intrigue n'est pas directement menée. Mais rappelez-vous tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, et notamment dans la partie manga. C'est ainsi que Terasawa construit ses aventures. Une trame générale, entrecoupée de mini-histoires. C'est son style. Critiquer ça, c'est critiquer la construction narrative de l'auteur. Et sans doute que vous n'y êtes pas habitué si vous ne connaissez Cobra que par la série des années 80. Un exemple, l'arc des sœurs tatouées dans la série des années 80, c'est l'aventure relative à l'arme absolue, la recherche des sœurs. Le scénario se déroule sur plusieurs épisodes, et dans le manga, il est entrecoupé d'autres histoires, et notamment celle des hommes épées qui ne viendra que plus tard dans le dessin animé. Second point, la présence d'Harmanoid, ou plutôt la non-présence d'Harmanoid. Effectivement, elle est beaucoup absente. Mais c'est le cas aussi dans le manga. Il y a beaucoup d'histoires dans le manga où l'on ne voit que Cobra. Certaines critiques se font une idée d'Harmanoid, car elle est présente dans la plupart des histoires de la série de 80, mais dans le manga, il y a plein d'histoires où elle n'est pas là. Et la série de 13 épisodes est adaptée des histoires où elle est principalement absente. Cela n'en fait pas de mauvaises histoires pour autant. Tiens d'ailleurs, pour rappel, elle est complètement inexistante dans l'arc narratif sur le Rock Ball. Vous allez pas me dire que cet arc est nul. Enfin, dernier point, Cobra qui n'est pas un héros. Bah si, Cobra c'est un héros. Il a un grand cœur, il est honnête, il est loyal et dans toutes ses histoires, il essaye d'aider et de sauver les gens. Voire même l'univers. Il ne l'avoue pas directement et feint souvent un intérêt personnel, mais c'est un héros avec un code d'honneur bien établi. Il s'affranchit certes des règles, il est autodidacte, il fait ce qu'il veut, mais ça reste un héros. Et en plus, dans le manga, il est le personnage principal de l'arc narratif Les 6 héros. L'auteur le définit ainsi. Il y a des critiques qui se laissent abuser par le fait qu'il est atypique parmi les héros, à l'image de son auteur, le mouton noir des mangaka. Donc, je pense que lorsqu'on critique The Animation pour ces raisons, c'est qu'on n'a pas compris l'œuvre de Terasawa. Vous pouvez dire que vous n'aimez pas La Porte Dorée, que vous trouvez le scénario tiré par les cheveux, ou incohérent, que ce n'est pas une bonne histoire, ou même que vous n'aimez pas l'insertion de mini-aventure, mais qu'on ne vienne surtout pas critiquer la série en s'improvisant défenseur de la philosophie de Cobra et de son auteur, que c'est irrespectueux de l'œuvre. C'est faux, c'est complètement respectueux de l'œuvre. Et pour ceux qui ont fait l'effort de lire les mangas d'origine, cela ne fera aucun doute. Ah oui, et pour conclure là-dessus, parce qu'il faut bien conclure, j'ai vu que l'une des histoires la plus critiquée, mais en même temps la plus aimée aussi par certains, mais je vais rester sur la critique, donc l'histoire la plus critique pour sa qualité, c'est l'Ascension du Mont Mirage. Histoire qui est calquée complètement sur l'œuvre papier. Et sachez simplement que c'est l'une des histoires préférées de l'auteur. C'est indiqué dans le livre Aux frontières de l'imagination. Et personnellement, cette histoire, je la trouve géniale. En plus, je sais pas ce qu'il leur faut aux critiques. C'est un scénario à la Cobra dans la lignée de celui de l'épisode des 2 sergents, diffusé dans les années 80. On a une Harmanoid, certes absente, mais où l'on découvre que tout ce que fait Cobra dans les 2 épisodes, c'est uniquement pour elle, ce qui renforce leur lien. Et enfin, on a un Cobra qui ne montre pas toujours ce comportement héroïque tant détesté. Dans ces 2 épisodes, il joue pour sa pomme. Essayez de lire le manga, celui d'origine, celui en noir et blanc, et regardez la série des 13 épisodes. Cela vous paraîtra peut-être un peu plus clair. Mais vous avez aussi le droit de ne pas aimer la série, car vous n'aimez pas les histoires d'origine qu'elle adapte. Personnellement, je n'aime pas toutes les histoires de Cobra. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ou partagez, ou likez, c'est comme vous voulez. Moi je vous laisse avec quelques images du trailer relatif au dernier dessin animé prévu, le retour de Joe Gillian, centré sur le Rock Ball. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.